Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours de Howard Zinn, le chapitre 15 de l'entraide par gros temps. Février 1919. La guerre vient juste de prendre fin. La direction de l'IWW est en prison, mais l'idée de grève générale qu'elle a longtemps soutenue devient réalité à Seattle, État de Washington, où le débrayage de 100 000 ouvriers paralyse la ville pendant 5 jours. La grève commença avec les 35 000 ouvriers des chantiers navals qui exigeaient une augmentation de salaire. Ils demandèrent le soutien du Central Labor Council de Seattle, qui proposa de lancer un mouvement à l'échelle de la ville. 2 semaines plus tard, 110 syndicats locaux, la plupart membres de l'AFL, une poignée d'autres affiliés à l'IWW, avaient voté la grève. Chaque syndicat était représenté au comité de grève générale par 3 membres élus par sa base. Le 6 février 1919, à 10 heures du matin, la grève débutait. L'unité n'avait pas été facile à obtenir. Les syndicats locaux de l'IWW ne s'entendaient guère avec ceux de l'AFL, et les travailleurs japonais, admis au comité de grève générale, restaient cantonnés dans un rôle d'observateurs. Quoi qu'il en soit, 60 000 travailleurs syndiqués cessèrent le travail et 40 000 autres en firent autant en signe de soutien. Il existait d'ailleurs à Seattle une forte tradition radicale. Pendant la guerre, le président de l'AFL locale, un socialiste, avait été emprisonné et torturé pour obstruction à la conscription. À cette occasion, on avait organisé de grandes manifestations ouvrières. En février 1919, toutes les activités cessèrent, excepté celles que les grévistes mirent sur pied pour subvenir aux besoins de première nécessité. Les pompiers acceptèrent de rester à leur poste. Les blanchisseurs ne travaillaient plus que pour l'hôpital. Les véhicules autorisés à se déplacer portaient l'inscription « Exemptés par le comité de grève ». 35 postes de distribution pour le lait furent installés dans les quartiers et 30 000 repas étaient préparés quotidiennement dans d'immenses cuisines, transportés dans les cantines collectives éparpillées dans toute la ville et servis pour 25 cents aux grévistes et pour 35 cents aux autres. La viande, les pâtes, le pain et le café étaient servis sans compter. Une milice ouvrière constituée de vétérans de la récente guerre fut chargée d'assurer le maintien de l'ordre. Dans l'un des quartiers généraux de cette milice, on pouvait lire sur un tableau que son but était de maintenir la loi et l'ordre sans avoir recours à la force, et encore, aucun volontaire ne jouira de prérogatives policières ni ne sera autorisé à porter d'armes d'aucune sorte. On usera exclusivement de persuasion. Pendant la grève, la criminalité diminua. Le commandant du détachement militaire envoyé dans la région confia aux grévistes qu'en 40 ans d'expérience militaire, il n'avait jamais vu une ville aussi calme et aussi bien gérée. L'Union Record de Seattle, un quotidien édité par les travailleurs, publia un poème signé Anise. Ce qui les effraie le plus, c'est que rien ne se passe. Ils s'attendent à des émeutes, possèdent des mitrailleuses et des soldats, mais ce silence souriant les inquiète. Les hommes d'affaires ne comprennent pas ce type d'armes. Mon frère, c'est ton sourire qui ébranle leur confiance dans les armes. C'est la benne à ordures qui parcourt les rues marquées, exemptées par le comité. Ce sont les distributions de lait qui s'améliorent chaque jour et les 300 ouvriers vétérans de la guerre, maîtrisant les foules sans fusil. Car toutes ces choses parlent d'un nouvel ordre possible et d'un nouveau monde dans lequel ils se sentent étrangers. Le maire de la ville fit prêter serment à 2400 adjoints extraordinaires, pour la plupart des étudiants de l'université de Washington. Le gouvernement américain dépêcha près d'1 millier de soldats à Seattle. Selon le comité de grève lui-même, la grève générale cessa au bout de 5 jours, sous la pression des représentants fédéraux des syndicats et à cause des difficultés engendrées par la totale paralysie de la ville. La grève s'était déroulée pacifiquement. Elle fut cependant suivie de perquisitions et d'arrestations dans les locaux du Parti socialiste et dans ceux d'une imprimerie. 39 membres de l'IWW furent jetés en prison en tant que principaux propagateurs de l'anarchie. À Centralia, Washington, où les Wobblies avaient mobilisé les travailleurs des scieries, les propriétaires projetaient de se débarrasser de l'IWW. Le 11 novembre 1919, jour de l'armistice, l'American Legion défila à travers les rues avec des tubes de caoutchouc et des tuyaux de plomb. Les Wobblies s'attendaient à être pris à partie. Quand la Légion passa devant les locaux de l'IWW, des coups de feu éclatèrent. On ne sait toujours pas qui tira le premier.
Les locaux furent saccagés, il y eut de nouveaux coups de feu qui firent 3 morts du côté de la Légion. Dans les locaux se trouvait un membre de l'IWW, un bûcheron nommé Wesley Everett, qui avait été soldat en France à l'époque du procès des responsables nationaux de l'IWW pour obstruction à l'effort de guerre. Everett portait encore l'uniforme et brandissait une arme qu'il vida sur la foule. Puis il s'enfuit vers les bois environnants. Il voulut traverser la rivière, mais devant la force du courant, il se retourna, tira sur le premier de ses poursuivants, puis jeta son arme dans l'eau. Enfin, il affronta ses adversaires à main nue. Il fut ramené en ville et conduit en prison. Cette nuit-là, des individus forcèrent les portes de la prison et entraînèrent Everett dans une voiture. On retrouva son corps émasculé et criblé de balles, pendu sous un pont. Personne ne fut jamais arrêté pour le meurtre de Wesley Everett, mais 11 membres de l'IWW furent jugés pour celui d'un responsable de la Légion et 6 d'entre eux condamnés à des peines allant de 10 à 16 ans d'emprisonnement. Comment peut-on expliquer la violence de cette réaction à la grève générale et aux activités de l'IWW ? Certains propos du maire de Seattle font penser que l'establishment craignait moins la grève elle-même que ce qu'elle symbolisait. Selon lui, la grève générale, prétendument débonnaire de Seattle, était une tentative de révolution. Il ajoutait qu'il n'y ait pas eu de violence n'y change rien. L'objectif, tant avoué que confidentiel, était bien de renverser le système industriel, ici pour commencer et partout ailleurs ensuite. Certes, il n'y eut pas de coup de feu, de bombes ou d'assassinats. Mais la révolution, je le répète, n'est pas nécessairement violente. La grève générale, telle qu'elle s'est pratiquée à Seattle, est en elle-même une arme révolutionnaire, et d'autant plus dangereuse qu'elle est non violente. Pour parvenir à ses fins, elle doit faire cesser toute activité, arrêter totalement le mouvement vital de la communauté. C'est-à-dire mettre le gouvernement hors jeu. C'est le seul objectif de la révolte, et peu importe le moyen. La grève générale de Seattle s'était déroulée pendant cette période d'après-guerre marquée, partout dans le monde, par une montée de la révolte. Dans le journal The Nation, on pouvait lire ce qui suit. Le phénomène le plus extraordinaire de notre époque, c'est cette révolte sans précédent des masses. En Russie, elle a détrôné le tsar. En Corée, en Inde, en Égypte et en Irlande, elle oppose une résistance acharnée à la tyrannie politique. En Angleterre, elle a permis la grève des chemins de fer contre la vie même des responsables syndicaux. À Seattle et à San Francisco, elle est à l'origine du récent refus des Dockers de participer à la livraison d'armes et de nourriture destinée à favoriser le renversement des autorités soviétiques. Dans un district de l'Illinois, cette révolte s'est manifestée dans la résolution, votée à l'unanimité par les mineurs en grève, conseillant aux dirigeants syndicaux de l'État d'aller au diable. À Pittsburgh, selon M. Gompers, les responsables, pourtant réticents de l'AFL, ont été contraints de soutenir la grève des sidérurgistes menée par les membres de l'IWW et d'autres radicaux. À New York, l'esprit de révolte a entraîné la grève des débardeurs et nourri la méfiance de la base à l'égard des responsables syndicaux. Dans la même ville, les dirigeants syndicaux nationaux, qui travaillent pourtant main dans la main avec les patrons, ont été totalement incapables d'empêcher le soulèvement des travailleurs de l'imprimerie. L'homme de la base, après avoir perdu toute confiance dans les vieilles directions syndicales, a fait preuve d'une autonomie nouvelle, ou du moins d'une nouvelle témérité, d'un désir nouveau de prendre ses affaires en main. L'autorité ne peut plus désormais venir d'en haut, elle naît automatiquement de la base. En 1919, dans les aciéries de l'ouest de la Pennsylvanie, 12 heures par jour et 6 jours par semaine, dans une chaleur insoutenable, le travail des hommes était éreintant. 100 000 sidérurgistes étaient membres d'une vingtaine de syndicats de métiers différents, affiliés à l'American Federation of Labor. Selon le comité national qui tenta, à l'été 1919, de les réunir dans une seule organisation, les hommes ont fait savoir que si l'AFL ne faisait pas quelque chose pour eux, ils s'occuperaient de cette affaire eux-mêmes. Le Conseil national de l'AFL, quant à lui, recevait de nombreux télégrammes comme celui que lui adressa le Conseil des ouvriers sidérurgistes de Johnstown. Si le comité national n'autorise pas la tenue d'un vote cette semaine pour décider de la grève générale, nous serons obligés d'appeler à la grève nous-mêmes. William Z. Foster, futur dirigeant communiste, alors trésorier du comité national responsable de la mobilisation des travailleurs, reçut également un télégramme adressé par les responsables syndicaux du district de Johnstown. On ne peut plus attendre de nous que nous rencontrions ces travailleurs enragés qui nous traiteront de traîtres si la grève est repoussée.
Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, et le président de l'AFL, Samuel Gompers, faisaient pourtant tous deux pression pour que cette grève soit ajournée. Mais, en septembre 1919, 100 000 ouvriers syndiqués se mirent en grève, bientôt rejoints par 250 000 de leurs camarades. Le shérif du comté d'Allegheny fit assermenter 5 000 ouvriers de la US Steel qui ne faisaient pas grève et déclara que les rassemblements en plein air étaient désormais interdits. À la même époque, le mouvement œcuménique mondial fit paraître un rapport dans lequel on pouvait lire: à Monsan, la politique des forces de police de l'État se limitait à matraquer les hommes et à les reconduire chez eux. À Braddock, lorsqu'un gréviste était matraqué dans la rue, il était ensuite traîné en prison où il restait toute la nuit. On a ordonné que nombre d'individus arrêtés à Newcastle ne fussent pas libérés avant la fin de la grève. Le département à la justice se mit de la partie en menant des opérations contre les étrangers que l'on déportait ensuite. À Gary, Indiana, les troupes fédérales entrèrent également dans la danse. Certains facteurs ne jouaient pas en faveur des grévistes. La plupart d'entre eux étaient des immigrants de fraîche date et de nationalités de langues différentes. La Sherman Service Inc., engagée par les entreprises sidérurgiques pour briser la grève, donnait à ses agents des instructions de ce genre. Nous voulons que vous fomentiez autant de dissensions que possible entre les Serbes et les Italiens. Répandez chez les Serbes la rumeur que les Italiens reprennent le travail. Pressez-les de reprendre leur poste avant que les Italiens ne leur prennent leur boulot. 30 000 Noirs furent importés dans le district pour briser la grève. Ces ouvriers noirs, exclus des syndicats affiliés à l'AFL, ne se sentaient pas solidaires des syndicalistes. À mesure que la grève s'éternisait, un sentiment de défaite se répandit. Les ouvriers commencèrent à reprendre le travail. Après 10 semaines, il ne restait plus que 11 000 grévistes. Le comité national de l'AFL décréta la fin de la grève. Au cours de l'année qui suivit la fin de la guerre, 120 000 ouvriers du textile s'étaient également mis en grève en Nouvelle-Angleterre et dans le New Jersey, ainsi que 30 000 travailleurs de la soie à Paterson, New Jersey. À Boston, la police fit grève, comme le firent à New York les cigarières, les chemisières, les charpentiers, les boulangers, les camionneurs et les barbiers. La presse affirmait qu'à Chicago, il y avait eu plus de grèves et d'arrêts de travail en un seul été qu'il n'y en avait eu jusqu'alors. 5 000 employés de l'International Harvesters et 5 000 employés municipaux étaient dans les rues. Au début des années 1920, la situation sembla finalement maîtrisée. L'IWW avait été balayé, le parti socialiste se désintégrait. Les grèves avaient été réprimées par la force et l'économie fonctionnait suffisamment bien aux yeux de suffisamment de gens pour prévenir toute tentative de rébellion. Ce fut également pendant cette période que le Congrès mit fin au dangereux flot d'immigrants fauteurs de troubles, 14 millions entre 1900 et 1920, en votant des lois instaurant des quotas. Ces quotas favorisaient à l'évidence l'immigration anglo-saxonne, arrêtaient net l'arrivée des Africains et des Asiatiques et limitaient de manière drastique l'immigration des Latins, des Juifs et des Slaves. Aucun pays africain ne pouvait envoyer plus de 100 ressortissants. Même quota pour la Chine, la Bulgarie et la Palestine. On reçut 34 007 Anglais et Nord-Irlandais pour 3 845 Italiens seulement, 51 227 Allemands pour seulement 124 Lituaniens, et 28 567 Irlandais pour 2 248 Russes. Le Ku Klux Klan reprit de la vigueur dans les années 1920 et s'étendit même dans le Nord. En 1924, il comptait 4,5 millions de membres. La National Association for the Advancement of Colored People, entre parenthèses NAACP, semblait parfaitement désemparée devant la violence aveugle des foules et la haine raciale généralisée. L'impossibilité pour l'individu noir d'être un jour considéré comme un égal dans l'Amérique blanche était au centre de la réflexion du mouvement nationaliste dirigé dans les années 1920 par Marcus Garvey. Ce dernier faisait appel à la fierté d'être noir et prônait un séparatisme radical et le retour en Afrique, seule solution en mesure de garantir l'unité et la survie de la communauté noire. Mais, aussi intéressant que le mouvement de Garvey ait pu paraître à certains noirs, il ne parvint jamais à ouvrir la moindre faille dans l'écrasante suprématie blanche de cette décennie d'après-guerre. L'image traditionnelle des années 1920 comme période de prospérité et de légèreté n'est pas complètement fausse. L'ère du jazz, les Roaring Twenties, etc.
le nombre de chômeurs avait diminué, passant de 4 270 000 en 1921 à environ 2 millions en 1927. Le niveau moyen des salaires des travailleurs avait augmenté. Certains agriculteurs gagnaient pas mal d'argent. Les familles ayant un revenu annuel de plus de 2000 $, 40% de l'ensemble, pouvaient se permettre l'achat de gadgets modernes, autos, radios, réfrigérateurs, etc. Et des millions de gens ne s'en sortaient pas si mal et pouvaient sans souci rejeter les autres hors du cadre, les petits fermiers blancs et noirs et les familles immigrées des grandes villes, sans travail ou trop pauvres pour subvenir aux besoins de première nécessité. La prospérité restait cependant concentrée au sommet de la pyramide. Entre 1922 et 1929, tandis que les salaires moyens dans l'industrie augmentaient de 1,4% par an, le revenu annuel des actionnaires progressait de 16,4%. 6 millions de familles, 42% du total, gagnaient moins de 1000 $ par an. Selon un rapport de la Brookings Institution, les 0,1% des familles qui occupaient le sommet de la pyramide gagnaient autant que les 42% les plus pauvres. Pendant les années 1920, quelques 25 000 travailleurs trouvaient chaque année la mort sur leur lieu de travail et 100 000 autres restaient handicapés à vie. À New York, 2 millions de personnes vivaient dans des logements considérés comme de véritables pièges en cas d'incendie. Le pays comptait de nombreuses petites villes industrielles comme Muncie, Indiana, où, selon Robert et Helen Lind, entre parenthèses Middleton, la structure de classe pouvait se lire dans la variation des horaires de réveil. Dans 2 tiers des familles, le père se lève dans la nuit de l'hiver, mange dans la cuisine à la va-vite, dans la grisaille de l'aube et rejoint son poste 1 heure ou 2 avant que ses enfants ne partent pour l'école. Il y avait néanmoins assez de gens vivant confortablement pour faire passer les autres à l'arrière-plan. L'historien Merle Curti a observé que dans les années 1920, seuls les 10% les plus riches avaient pu constater une augmentation significative de leurs revenus réels. Mais les protestations légitimes que de tels chiffres avaient soulevées ne parvenaient pas à se faire entendre sur une grande échelle. Cela était dû à la fois à la stratégie d'envergure mise en place par les 2 plus importantes formations politiques et au fait que la plupart des moyens d'information de l'opinion publique étaient désormais contrôlés par des grands groupes de presse. Quelques écrivains tentèrent bien de briser le silence, tels Theodore Dreiser, Sinclair Lewis et Lewis Mumford. Dans un article intitulé Echoes of the Jazz Age, Francis Scott Fitzgerald écrivit qu'il s'agissait néanmoins d'une époque sombre. Les 10% les plus riches de la population vivent avec la désinvolture d'un grand-duc et l'insouciance d'une petite danseuse. Il remarquait des signes troublants au milieu de toute cette prospérité. Alcoolisme, malheur et violence. À Long Island, un camarade s'est tué avec sa femme, un autre est tombé, accidentellement, d'un gratte-ciel de Philadelphie et un autre encore s'est jeté volontairement d'un gratte-ciel à New York. Un homme a été assassiné dans un bar clandestin de Chicago et dans un bar clandestin de New York, un autre a été battu à mort avant de ramper jusque chez lui, au Princeton Club, pour y mourir. Enfin, dans un asile où il était enfermé, un individu est tombé sous la hache d'un fou furieux. Dans son roman Babbitt, Sinclair Lewis rend compte de ce faux sentiment de prospérité, de ce plaisir superficiel offert par les nouveaux gadgets destinés à la classe moyenne. Il s'agissait du meilleur réveil produit en série et distribué dans tout le pays, avec les accessoires les plus modernes, comme le carillon type cathédrale, l'alarme intermittente et le cadran phosphorescent. Babbitt était fier d'être réveillé par un mécanisme aussi sophistiqué. Socialement, c'était aussi valable que d'acheter de coûteux pneus renforcés. Il se rendait compte à présent avec mauvaise humeur qu'il n'y avait plus d'échappatoire, mais il restait là, allongé, et détestait la corvée de son boulot dans l'immobilier, et n'aimait pas non plus sa famille, et se détestait de ne pas les aimer. Après le vote du 19e amendement, et après de longues années de lutte, les femmes avaient finalement acquis le droit de vote en 1920. Le vote demeurait néanmoins une pratique des classes moyennes et aisées. Eleanor Flexner, retraçant l'histoire du mouvement, affirme que le vote féminin a surtout permis de constater que les femmes ont montré la même tendance à s'en remettre aux 2 partis orthodoxes que les électeurs hommes. Au cours des années 1920, rares furent les personnalités politiques à prendre la parole au nom des pauvres. Parmi ceux qui le firent, pourtant, on trouve Fiorello LaGuardia, membre du Congrès élu dans un district d'immigrés pauvres d'East Harlem. Assez bizarrement, il se présentait sous les 2 bannières socialistes et républicaines. Au milieu des années 1920,
Les habitants de son secteur l'interpellèrent sur les prix élevés de la viande. Lorsque la Guardia demanda au secrétaire à l'agriculture, William Jardine, de mener une enquête sur ces prix excessifs, Jardine lui adressa une brochure expliquant comment utiliser la viande de façon économique. La Guardia lui répondit en retour. « J'ai demandé votre aide et vous m'envoyez une brochure. Le peuple de New York ne peut pas nourrir ses enfants avec les publications du ministère. Vos brochures ne sont d'aucune utilité pour les habitants de notre grande ville. Les ménagères de New York savent parfaitement, par la dure expérience qu'elles en ont, comment utiliser économiquement la viande. Ce que nous voulons, c'est l'aide de votre ministère contre les profiteurs qui empêchent les travailleurs new-yorkais de se nourrir convenablement. » Pendant les présidences de Harding, 1921-1923, et de Coolidge, 1923-1929, le secrétaire au Trésor s'appelait Andrex Mellon, l'un des hommes les plus riches d'Amérique. En 1923, le Congrès étudia le plan Mellon, qui se présentait comme une baisse générale des impôts sur le revenu. Il prévoyait en fait de réduire de 50 à 25% l'imposition des plus hauts revenus et de 3 à 4% celle des revenus les plus bas. Certains membres du Congrès représentant les zones ouvrières protestèrent contre ce projet. William P. Connery, Massachusetts, fut de ceux-là. Je ne peux pas laisser penser à mes électeurs qui travaillent dans les usines de chaussures de Line, dans les manufactures de Lawrence et dans l'industrie du cuir de Peabody, que, en cette période de prétendue prospérité républicaine, j'accepte ce projet. Lorsque je vois dans ce plan Mellon une mesure destinée à économiser à M. Mellon lui-même quelques 800 000 $ d'impôts sur le revenu et à son frère 600 000 $, je ne peux pas être d'accord. Le plan Mellon fut tout de même voté. En 1928, après avoir visité les quartiers les plus pauvres de New York, la Guardia déclara « J'avoue que je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu de mes yeux. Je ne pensais pas possible qu'une telle misère existât réellement. » Noyé dans le flot d'informations sur les si prospères années 1920, surgissaient pourtant de temps à autre des nouvelles révélant l'âpreté des conflits sociaux. En 1922, les mines de charbon et les chemins de fer se mirent en grève. Le sénateur Burton Wheeler, Montana, un progressiste élu avec des votes des travailleurs, se rendit sur le terrain de grève et témoigna ensuite. Toute la journée, j'ai entendu des récits déchirants au sujet de femmes expulsées de leur logement par les compagnies minières. J'ai pu également entendre les gémissements pitoyables des enfants privés de pain. Je suis resté muet en écoutant les plus incroyables récits au sujet d'hommes sauvagement battus par des milices privées. Cela fut une expérience choquante et nerveusement éprouvante. En 1922, une grève menée par les ouvriers italiens et portugais des industries textiles du Rhode Island échoua, mais la conscience de classe en fut avivée et certains grévistes rejoignirent les mouvements radicaux. Luigi Nardella se souvient. Guido, l'aîné de mes frères, a lancé la grève. C'est lui qui a arrêté les métiers. Il allait d'atelier en atelier en criant « C'est la grève, c'est la grève !» Lorsque la grève a débuté, il n'y avait aucun responsable syndical. Avec un groupe de filles, on est allé d'usine en usine. Le matin même, on en avait arrêté 5. On criait aux filles à l'intérieur des ateliers « Sortez, sortez !» Et puis on allait ailleurs. Un membre de la Ligue des jeunes travailleurs m'a appelé pour me donner un chèque et m'inviter à une réunion. J'y suis allé et quelques années après, j'étais au club de la Renaissance de Providence. Nous étions antifascistes. Je faisais des discours au coin des rues, je grimpais sur une petite estrade et je m'adressais à pas mal de gens. C'est nous qui avons organisé le soutien à Sacco et Vanzetti. Après la guerre, tandis que le parti socialiste s'essoufflait, un parti communiste fut créé. Les communistes s'impliquèrent dans la mise sur pied de la Trade Union Education League, entre parenthèses TUEL, qui essaya d'insuffler un esprit militant au sein de l'AFL. Lorsque Ben Gold, communiste et membre de la section des fourreurs affiliée à la TUEL, mit en cause la direction de l'AFL au cours d'un rassemblement, il fut rossé et reçut plusieurs coups de couteau. En 1926, avec d'autres communistes, il lança une grève des fourreurs. Ils organisèrent un piquet de grève et se battirent contre la police avant d'être arrêtés et roués de coups. Mais la grève continua jusqu'à ce qu'ils obtiennent la semaine de 40 heures et une augmentation de salaire. Les communistes jouèrent à nouveau un rôle important dans la grève du textile qui toucha les deux Carolines et le Tennessee au printemps 1929. Les patrons du textile s'étaient délocalisés vers le sud pour échapper à la pression des syndicats et pour trouver une main-d'œuvre plus conciliante parmi les blancs pauvres. Ces derniers se soulevèrent pourtant contre les horaires écrasants et les salaires de misère. Ils refusaient en particulier le système dit d'extension.
Par exemple, un tisserand qui avait travaillé sur 24 métiers et gagné 18,91 $ une semaine pouvait être augmenté à 23 $ en étant alors étendu sur 100 métiers à un rythme extravagant. La première de ces grèves du textile éclata au Tennessee, où 500 ouvrières d'une usine cessèrent le travail pour protester contre les salaires de 9 à 10 $ la semaine. Puis, à Gastonia, Caroline du Nord, les ouvriers adhérèrent à un nouveau syndicat dirigé par les communistes, le National Textile Workers Union, qui admettait aussi bien les Noirs que les Blancs. Quand certains d'entre eux furent licenciés, la moitié des 2000 employés décidèrent de faire grève. Une atmosphère de racisme et d'anticommunisme commença alors à se répandre et la violence éclata. Les grèves du textile gagnèrent la Caroline du Sud. Les unes après les autres, les grèves se conclurent, parfois même à l'avantage des grévistes. Sauf à Gastonia, où les ouvriers, installés dans un campement et refusant de se séparer des communistes qui étaient à leur tête, poursuivirent la grève. Mais des travailleurs furent appelés en renfort pour briser la grève, et la production ne s'arrêta pas. Le désespoir s'accrut. Il y eut des heurts violents avec les forces de police. Une nuit particulièrement sombre, le chef de la police locale fut tué au cours d'un échange de coups de feu. 16 grévistes et sympathisants furent accusés du meurtre. Parmi eux, Fred Beale, un responsable du Parti communiste. Cet accusés furent finalement jugés et condamnés à des peines allant de 5 à 20 ans de prison. On les relâcha sur caution avant de les expulser de l'État. Les communistes s'enfuirent en Russie soviétique. Malgré tous ces échecs, ces coups et ces meurtres, ce fut le début du syndicalisme dans l'industrie du textile du Sud. Le crash boursier de 1929, qui marqua le début de la Grande Dépression aux États-Unis, fut directement provoqué par des spéculations sauvages qui manquèrent leur coup et entraînèrent toute l'économie avec elles. Comme l'affirme John Galbraith dans son analyse de l'événement, entre parenthèses, The Great Crash. Derrière cette spéculation, il y avait également le fait que, dans son ensemble, l'économie était déjà fondamentalement malade. Galbraith dénonce la mauvaise santé des structures industrielles et bancaires, un commerce extérieur boiteux, de nombreuses erreurs d'analyse économique et la mauvaise répartition du revenu. Près d'un tiers du revenu global individuel était aux mains des 5% les plus aisés de la population. Une critique socialiste irait plus loin et affirmerait que le système capitaliste est par nature malsain, un système dont la motivation prépondérante et le profit industriel est inévitablement instable, imprévisible et sourd aux besoins essentiels de l'humanité. En conséquence, une dépression permanente pour une multitude de gens et des crises périodiques pour à peu près tout le monde. Le capitalisme, malgré les tentatives d'autorégulation et les mesures engagées pour en assurer une maîtrise plus efficace, restait en 1929 un système malade et peu fiable. Après le crash, l'économie était assommée, pratiquement paralysée. Plus de 5000 banques fermèrent leurs portes et de très nombreuses activités, faute de pouvoir obtenir de l'argent, cessèrent également. Celles qui ne s'arrêtèrent pas licencièrent de nombreux employés et baissèrent régulièrement les salaires. La production industrielle chuta de 50%. En 1933, près de 15 millions de travailleurs, c'est-à-dire entre un quart et un tiers de la force de travail totale, étaient au chômage. Ford, qui au printemps 1929 employait 128 000 salariés, n'en comptait plus que 37 000 en août 1931. À la fin de 1930, près de la moitié des 280 000 ouvriers du textile de la Nouvelle-Angleterre se retrouvaient sans emploi. Dans sa très grande sagesse, l'ex-président Calvin Coolidge n'hésitait pas à reconnaître que, lorsque de plus en plus de gens sont licenciés, le chômage augmente. En 1931, il devait également constater que le pays n'était pas en bonne santé. Assurément, les responsables de l'économie américaine ne comprenaient pas ce qu'il s'était passé. Ils étaient déroutés et, refusant de reconnaître leurs erreurs, trouvèrent d'autres raisons que le simple échec du système. Herbert Hoover déclarait peu avant le crash que l'Amérique était aujourd'hui plus près de remporter la victoire finale sur la pauvreté qu'aucun pays à travers l'histoire. En mars 1931, Henry Ford prétendait que la crise était due au fait que le citoyen moyen ne ferait jamais sa journée de travail si on ne l'attrapait pas pour l'obliger à la faire. Il y a plein de travail pour ceux qui veulent travailler. Quelques semaines plus tard, il licenciait 75 000 ouvriers. Il y avait des millions de tonnes de nourriture disponibles, mais on ne pouvait tirer profit ni de leur transport ni de leur vente. Il y avait des vêtements plein les entrepôts, mais les gens ne pouvaient pas les acheter.
De nombreux logements étaient disponibles mais restaient vacants, personne ne pouvant en payer les loyers. Les gens avaient été expulsés de chez eux et vivaient désormais dans des taudis, les fameuses Hoovervilles, qui s'étaient rapidement construits dans les décharges. Un bref aperçu de ce qu'on pouvait lire dans les journaux suffit à rendre compte de la réalité de l'époque. Un reportage du New York Times au début de 1932 est particulièrement évocateur. Après avoir vainement tenté d'obtenir un report d'expulsion de son appartement du 46 Hancock Street à Brooklyn jusqu'au 15 janvier, Peter G. Cornell, un ancien couvreur de 48 ans, au chômage et sans argent, est décédé hier dans les bras de sa femme. Un médecin attribue la cause de son décès à un arrêt cardiaque, et la police ajoute que sa mort est également due en partie à la déception terrible qui a suivi une longue journée passée à tenter en vain d'empêcher que sa famille et lui ne soient jetés à la rue. Cornell devait 5 $ d'arriérés de loyer et 39 autres dollars pour le loyer du mois de janvier payable en début de mois au propriétaire. Son défaut de paiement a été suivi d'un avis d'expulsion présenté hier à la famille et devant prendre effet à la fin de cette semaine. Après avoir en vain cherché partout assistance, il fut informé par le bureau d'aide au logement qu'il ne recevrait aucune aide financière avant le 15 janvier. Fin 1932, on trouve le récit suivant dans une dépêche en provenance du Wisconsin, publiée dans The Nation. Partout dans le Middle West, la tension monte entre les fermiers et les autorités, au sujet des impôts et des ventes par saisie. Dans de nombreux cas, les expulsions n'ont pu être empêchées que par l'action collective des fermiers. Il n'y avait aucune réelle violence, du moins jusqu'à ce que la propriété de Sitchon, près de Elkhorn, Wisconsin, ne soit assiégée le 6 décembre par les forces de l'ordre armées de mitrailleuses, de fusils, de pistolets et de bombes lacrymogènes. La propriété de Max Sitchon avait été vendue après saisie au mois d'août dernier. Il refusait depuis de laisser pénétrer l'acheteur ou les autorités sur ses terres. Il accueillait les visiteurs indésirables avec un fusil. Le shérif l'avait sommé de se rendre pacifiquement, mais il refusa d'obtempérer. Le shérif ordonna alors à ses subordonnés d'organiser un barrage de mitrailleuses et de fusils. Sitchon est aujourd'hui en prison à Elkhorn. Sa femme et ses 2 enfants, qui se trouvaient avec lui dans la maison, ont été recueillis à l'hospice du comté. Sitchon n'est pas un fauteur de troubles. Il jouit de la confiance de ses voisins qui, récemment encore, l'avaient élu juge de paix de Sugar Creek. Qu'un homme de son statut et possédant de telles dispositions puisse en arriver à de telles extrémités en défiant les autorités est un signal clair que nous pouvons nous attendre à ce que de nouveaux troubles éclatent dans les régions agricoles, à moins qu'on ne vienne rapidement en aide aux fermiers. Le locataire d'un logement sur la 133e rue, dans East Harlem, écrivait à Fiorello LaGuardia, son représentant au Congrès. « Vous connaissez la terrible situation dans laquelle je me trouve. Jusqu'ici, je touchais une pension du gouvernement, mais ils ont arrêté de la verser. Cela fait bientôt 7 mois que je suis sans travail. J'espère que vous essaierez de faire quelque chose pour moi. J'ai 4 enfants qui manquent de vêtements et de nourriture. Ma fille, qui a 6 ans, est très malade et ne se remet pas. Je dois 2 mois de loyer et j'ai peur d'être expulsé. » En Oklahoma, on vendait les fermes aux enchères. Les fermiers les virent tomber en ruine avant que les tracteurs n'arrivent et ne se mettent au travail. Dans Les raisins de la colère, John Steinbeck décrit tout cela. Et les dépossédés, les vagabonds affluèrent en Californie, 250 000 puis 300 000. Derrière eux, des tracteurs tout neufs investissaient la terre et les fermiers étaient expulsés de force. De nouvelles vagues se formaient, de nouvelles vagues de dépossédés, de sans-abri, durs, résolus et dangereux. Et un homme affamé, sans toit, roulant sur la route avec sa femme à ses côtés et ses enfants, malingres, sur leur siège arrière, pouvait contempler les champs en friche capables de produire de la nourriture mais pas de profit. Et cet homme savait que c'est un péché de laisser un champ en friche, et qu'une terre à l'abandon est un crime contre les enfants malingres. Au sud, il vit pendre aux branches des arbres les oranges dorées, les petites oranges dorées sur les arbres verts sombres, et les gardes armés de fusils patrouillant à la lisière pour empêcher qu'un homme ne cueille une orange pour un enfant malingre. Des oranges qu'on jetterait si leur prix était trop bas. Steinbeck avait raison. Ces gens devenaient dangereux. L'esprit de révolte allait croissant. Dans un livre publié en 1933, Seeds of Revolt, Moritz Holmgren réunissait des articles de presse sur les événements survenant un peu partout à travers le pays. England, Arkansas, le 3 janvier 1931.
L'interminable sécheresse qui a ruiné des centaines de fermes de l'Arkansas l'été dernier a, hier encore, produit des effets spectaculaires lorsque 500 fermiers, pour la plupart des blancs presque tous armés, ont marché sur le quartier commerçant de cette ville. Réclamant à grands cris des vêtements et de la nourriture pour eux et leurs familles, les manifestants annoncèrent leur intention de les prendre dans les boutiques si on ne leur en fournissait pas gratuitement par un autre moyen. Détroit, 9 juillet 1931. Hier soir, un début d'émeute ayant pour cible le bureau municipal du logement et regroupant 500 chômeurs environ a été réprimé par les renforts de la police à Cadillac Square. Indiana Harbor, Indiana, 5 août 1931. Les locaux de la Fruit Growers Express Company ont été détruits par 1500 chômeurs qui exigeaient qu'on leur donne du travail pour ne pas mourir de faim. L'entreprise répondit en faisant appel à la police locale qui dispersa les chômeurs à coups de matraque. Boston, 10 novembre 1931. À la suite d'affrontements entre les dockers en grève et les noirs briseurs de grève sur les quais de Charleston à l'est de Boston, 20 personnes ont été blessées, 3 d'entre elles si grièvement qu'elles pourraient en mourir, et des dizaines d'autres soignent leurs blessures causées par les jets de bouteilles et de pierres et les bagarres aux tuyaux de plomb. Détroit, 28 novembre 1931. Un membre de la police montée a été frappé à la tête par une pierre avant de tomber de son cheval. En outre, un manifestant a été arrêté au cours des troubles qui ont eu lieu à Grand Circus Park ce matin, lorsque 2000 hommes et femmes se sont réunis pour protester contre les mesures policières. Chicago, 1er avril 1931. 500 écoliers, pour la plupart hagards et en haillons, ont défilé dans Chicago en direction des locaux du Bureau de l'Éducation pour exiger que le système scolaire leur fournisse de quoi manger. Boston, 3 juin 1932. 25 gamins affamés ont attaqué le buffet organisé pour les vétérans de la guerre espagnole pendant un défilé à Boston. Il a fallu 2 quarts de police pour les disperser. New York, 21 janvier 1933. Plusieurs centaines de chômeurs ont aujourd'hui cerné un restaurant aux environs de Union Square en réclamant qu'on les laisse manger gratuitement. Seattle, 16 février 1933. Le siège des locaux de l'administration du comté par une armée de quelques 5000 chômeurs aura duré 2 jours, avant de prendre fin dans la soirée. Les adjoints du shérif et la police ont réussi à venir à bout des manifestants après 2 heures de confrontation. Le parolier Yip Harburg raconta à Stud Terkel, à propos de l'année 1932, qu'en marchant dans les rues, on pouvait, à cette époque, voir des files d'attente devant des soupes populaires. C'est William Randolph Hearst qui était à l'origine de la plus importante de ces distributions à New York. Il y avait un énorme camion, avec plusieurs personnes dessus, du pain et de gros chaudrons de soupe brûlante. Les gars avaient des chiffons en guise de chaussures et s'alignaient tout autour de Columbus Circle. Ils venaient de partout et ils attendaient. Harburg écrivit la chanson « Dis, frère, t'aurais pas une petite pièce ?» Avant dans nos costumes kaki, bon Dieu ce qu'on avait l'air beau, à gueuler Yankee, Doodle, Dedum. Un demi-million de godasses ont marché pour l'enfer. Moi j'étais le môme avec le tambour. Dis, tu te souviens pas, tout le monde m'appelait Al. Des Al par-ci, des Al par-là. Dis, tu t'en souviens pas, je suis ton pote. Dis frère, t'aurais pas une petite pièce ? Ce n'était pas qu'une chanson désespérée. Pour Yip Harburg, dans la chanson, le type est vraiment en train de dire « J'ai investi dans ce pays, où sont les dividendes ?» C'est un peu plus que du simple pathos. Cela ne le réduit pas à l'état de simple mendiant. Cela fait de lui un être humain digne, posant des questions et quelque peu en colère. On le serait à moins. La colère des vétérans de la Première Guerre mondiale, qui se retrouvaient au chômage sans pouvoir nourrir leur famille, fut à l'origine la marche de la Bonus Army sur Washington au printemps et à l'été 1932. Les anciens combattants, brandissant les certificats gouvernementaux qui leur garantissaient des indemnités ou bonus, réclamèrent qu'on les leur verse sur le champ, tant ils en avaient désespérément besoin. Seuls ou accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, au volant de vieilles voitures épuisées, en passagers clandestins à bord des trains de marchandises ou en autostop, ils arrivèrent de partout à Washington. C'étaient des mineurs de Virginie occidentale, des tauliers de Columbus, Géorgie, des chômeurs polonais de Chicago. Une famille, le mari, la femme et leurs enfants de 3 ans, mit 3 mois, passant d'un train de marchandises à l'autre pour venir de Californie. Chief Running Wolf, un mescalero sans travail, arriva également du Nouveau-Mexique en costume traditionnel avec arc et flèche.
Ils étaient plus de 20 000 à camper sur l'autre rive du Potomac, en face du Capitole, dans les marais de l'Anacostia, où, comme l'écrivit John Dos Passos, les hommes couchaient dans des abris faits de vieux journaux, des boîtes de carton, d'emballage, de plaques de fer blanc ou de toiles goudronnées, bref, toutes sortes de constructions mal fichues, d'abris contre la pluie fabriqués à partir de ce qu'ils trouvaient dans la décharge municipale. Le décret destiné à autoriser le paiement des fameuses indemnités fut voté par la Chambre, puis rejeté par le Sénat. Certains vétérans, découragés, levèrent le camp. La plupart, cependant, restèrent sur place, les uns occupant des bâtiments officiels, les autres demeurant dans les marais de l'Anacostia. Finalement, le président Hoover ordonna à l'armée de les chasser. 4 escadrons de cavalerie, 4 compagnies d'infanterie, une batterie de mitrailleuses et 6 tanks se regroupèrent près de la Maison-Blanche. Le général Douglas MacArthur fut chargé de l'opération, secondé par le major Dwight Eisenhower. George Patton faisait également partie des officiers. MacArthur fit parader ses troupes le long de Pennsylvania Avenue et utilisa les gaz lacrymogènes pour expulser les vétérans des vieux bâtiments qu'ils occupaient avant d'y mettre le feu. L'armée traversa ensuite le pont pour rejoindre Anacostia. Des milliers d'anciens combattants s'enfuirent avec femmes et enfants pour échapper aux bombes lacrymogènes. Les soldats incendièrent quelques baraques. Tout le campement fut bientôt la proie des flammes. Quand tout fut fini, 2 vétérans avaient été abattus, un bébé de 11 semaines était mort, un garçon de 8 ans avait pratiquement perdu la vue à cause des gaz lacrymogènes, 2 policiers avaient eu le crâne fracturé et des milliers de vétérans souffraient des effets des lacrymogènes. L'extrême dureté de l'époque, l'inaction du gouvernement quand il s'agissait d'apporter de l'aide et son efficacité lorsqu'il s'agissait de disperser les vétérans, influèrent sur les élections présidentielles de novembre 1932. Le candidat démocrate Franklin D. Roosevelt l'emporta très largement sur Herbert Hoover. Roosevelt entra en fonction au printemps 1933 et lança un programme de réforme qui devint fameux sous le nom de New Deal. Quand les vétérans organisèrent une modeste marche sur Washington au début de son mandat, Roosevelt les reçut et leur offrit du café. Ils rencontrèrent l'un de ses conseillers et rentrèrent finalement chez eux. Illustration parfaite de la méthode Roosevelt. Les réformes de Roosevelt allaient bien plus loin que toutes celles qui les avaient précédées. Elles visaient 2 objectifs essentiels, réorganiser le capitalisme de manière à dépasser la crise et à stabiliser le système, et calmer les très nombreux mouvements de révolte spontanée qui marquèrent les débuts de l'administration Roosevelt, comme par exemple les organisations de locataires ou de chômeurs, les mouvements d'entraide et les grèves générales qui touchèrent plusieurs villes. Pour stabiliser le système afin d'assurer sa survie, Roosevelt fit voter, 5 mois après sa prise de fonction, une première grande loi, le National Industrial Recovery Act, entre parenthèses NIRA. Il s'agissait de prendre le contrôle de l'économie à travers une série de codes négociés à la fois par les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Ces codes fixaient des minima pour les prix et les salaires et limitaient la concurrence. D'emblée, la National Recovery Administration, entre parenthèses NRA, fut contrôlée par le milieu des affaires et mise au service de ses intérêts. Ce nom Bernard Belluche, entre parenthèses The Fire of the NRA, le premier article de la loi. Confier la plus grande part du pouvoir de la nation aux combinats les mieux organisés et aux riches associations commerciales. Le public non organisé, plus connu sous l'étiquette de consommateurs, comme les membres du mouvement syndical balbutiant, ne furent pas vraiment consultés, ni sur l'organisation initiale de la National Recovery Administration, ni sur les principes de sa politique. Dans les branches où les syndicats étaient puissants, Roosevelt accepta de faire quelques concessions aux travailleurs, mais, là où ils étaient faibles, Roosevelt ne tenta pas de résister aux pressions des porte-paroles du monde industriel qui souhaitaient maîtriser les codes conçus dans le cadre de la NRA. Dans son livre Towards a New Past, Barton Bernstein confirme que, en dépit des réticences de certains hommes d'affaires sur quelques points, la NRA réaffirmait et consolidait leur autorité. Belluche résume ainsi son point de vue sur la NRA. La Maison-Blanche permit à l'Association nationale des industriels, à la Chambre de commerce, aux alliances industrielles et aux associations commerciales de jouir d'une autorité prépondérante. Ainsi, l'administration privée devint l'administration publique et le gouvernement privé devint le gouvernement public, assurant le mariage du capitalisme et de l'étatisme. En 1935,
Prétendant que cette loi conférait trop de pouvoir au président, la Cour suprême frappa la NRA d'inconstitutionnalité. Roosevelt avait pourtant, comme l'écrit Belluche, abandonné au travers de la NRA une partie démesurée de l'autorité gouvernementale aux représentants du monde industriel américain. L'AAA, entre parenthèses Agricultural Adjustment Administration, fut également votée dans les 5 premiers mois de l'administration Roosevelt. Il s'agissait d'une tentative de réorganisation du secteur agricole qui, à l'instar de la NRA, servit surtout les intérêts des grandes exploitations agricoles. En revanche, la TVA, entre parenthèses Tennessee Valley Authority, constitua une intrusion inhabituelle du gouvernement dans les affaires. Il s'agissait d'un réseau public de barrages et de centrales hydroélectriques destinées à lutter contre les inondations et à produire de l'électricité dans la vallée du Tennessee. Elle fournit du travail aux chômeurs et de l'électricité peu onéreuse aux consommateurs. D'une certaine manière, une telle réforme, comme on le lui reprocha d'ailleurs bien souvent à l'époque, était socialiste. L'organisation économique du New Deal visait cependant avant tout à stabiliser l'économie et secondairement à venir suffisamment en aide aux classes les plus défavorisées pour les empêcher de transformer une simple révolte en véritable révolution. Car cet esprit de révolte existait bel et bien lorsque Roosevelt devint président. Les gens les plus désespérés ne comptaient plus sur l'aide du gouvernement. Ils s'en remettaient à eux-mêmes et prenaient des initiatives. Tante Molly Jackson, qui prit plus tard une part active dans les luttes sociales des Appalaches, a raconté comment elle était un jour entrée dans la boutique du coin et avait demandé 24 livres de farine. Après avoir donné le sac à son petit garçon pour qu'il l'emporte, elle se servit un paquet de sucre et dit au commerçant « Bon, je reviendrai dans 90 jours, j'ai quelques enfants à nourrir. Je vous paierai, ne vous inquiétez pas. » Lorsque le commerçant fit quelques objections, elle sortit son revolver. En tant que sage-femme se déplaçant souvent seule, elle était autorisée à en posséder un, et déclara « Martin, si tu essaies de me prendre ce paquet, peu importe si je passe sur la chaise électrique, je te tirerai mes 6 coups en 1 minute. » Alors, se souvient-elle, je suis sortie pour retourner chez moi et mes 7 mômes avaient tellement faim qu'ils ont arraché la pâte à pain encore crue des mains de leur mère pour l'avaler d'un coup. Dans tout le pays, les gens réagissaient spontanément pour faire cesser les expulsions. À New York, à Chicago et dans bien d'autres villes, lorsque le bruit courait que quelqu'un allait être expulsé, les gens se réunissaient. La police sortait les meubles dans la rue et la foule les réinstallait aussitôt. Le Parti communiste était particulièrement actif dans l'organisation des groupes de l'Alliance ouvrière dans les villes. Madame Willie Jeffries, une femme noire, raconta les expulsions à Studs Terkel. Beaucoup de gens étaient expulsés. L'huissier arrivait et les expulsait. Aussitôt qu'il était parti, on les réinstallait. Tout ce qu'on avait à faire, c'était d'appeler Brother Hilton. On lui disait « Écoute, à tel et tel endroit, il y a une famille à la rue. » Toute personne qui passait dans le coin et qui était membre de l'Alliance ouvrière savait à qui il fallait s'adresser. Le type arrivait avec 50 autres gars. On remettait les trucs où ils étaient avant. Les hommes rebranchaient l'électricité, allaient chez le quincaillier prendre un tuyau de gaz pour accorder le four. On vous remettait les meubles juste là où ils étaient avant. C'était comme si on vous avait jamais mis dehors. Des conseils de chômeurs fleurissaient dans tout le pays. Dans un article publié dans The Forum en 1932, Charles R. Walker les décrivait en ces termes. Ce n'est plus un secret que les communistes organisent des conseils de chômeurs dans la plupart des villes et qu'ils les dirigent le plus souvent. Pourtant, les conseils fonctionnent démocratiquement et c'est la majorité qui décide. L'un de ceux que j'ai pu observer, celui de Lincoln Park, Michigan, comptait 300 membres, parmi lesquels seuls 11 communistes. Le conseil avait son aile droite, son aile gauche et aussi son centre. Le président du conseil était également le commandant de l'American Legion locale. À Chicago, on trouve 45 sections du conseil des chômeurs qui comptent en tout 22 000 membres. L'arme des conseils est la règle démocratique du nombre et leur mission principale est d'empêcher l'expulsion des plus démunis, ou s'ils sont expulsés, de leur trouver un nouveau logement. Si un chômeur se voit couper l'eau ou le gaz parce qu'il ne peut plus payer, il faut s'adresser aux autorités compétentes. S'occuper de trouver des vêtements et des chaussures à ceux qui n'en ont pas. Faire cesser par la pression et l'information la discrimination dans l'accession aux aides sociales entre les blancs et les noirs ou à l'encontre des immigrés. Accompagner les gens jusqu'aux locaux de l'assistance afin de s'assurer qu'ils y soient nourris et vêtus. Pour finir, il s'agit aussi de garantir une aide juridique à tous les chômeurs qui ont été arrêtés au cours de manifestations, de marches de la faim ou de réunions. En 1931 et 1932, le gouvernement et les employeurs ayant cessé de leur venir en aide, les gens s'organisèrent pour se débrouiller par eux-mêmes.
À Seattle, le syndicat des pêcheurs échangeait le poisson contre les fruits et les légumes cultivés par d'autres. Les bûcherons faisaient de même. Il existait 22 endroits différents dans lesquels on pouvait échanger de la nourriture et du bois de chauffage contre d'autres produits ou des services. Coiffeurs, couturières et médecins y exerçaient leur talent en échange d'autres biens ou services. À la fin de 1932, on comptait 330 organisations d'entraide réparties dans 37 États et regroupant quelques 300 000 membres. Début 1933, le mouvement sembla s'éteindre. La tâche était sans doute trop difficile à mener à bien dans le cadre d'une économie qui s'enfonçait dans une pagaille toujours plus grande. Le plus remarquable exemple d'entraide spontanée eut lieu dans la région minière de Pennsylvanie, où des équipes de mineurs au chômage foraient de petites galeries sur les terrains de la compagnie minière locale. Ils en extrayaient le charbon, le transportaient jusque dans les villes et le vendaient au-dessous du prix du marché. En 1934, 5 millions de tonnes de ce charbon de contrebande furent extraits par 20 000 hommes utilisant 400 véhicules. Certains furent poursuivis en justice. Des jurys locaux les acquittèrent, des geôliers refusèrent de les emprisonner. Bien qu'essentiellement motivées par la nécessité, ces actions étaient également porteuses de potentialités révolutionnaires. L'écrivain marxiste Paul Matic affirmait que, pour mettre fin à la misère, les travailleurs n'ont qu'à faire des actions simples, comme se saisir des choses qui sont à portée de leurs mains, sans se soucier ni du principe de propriété ni de philosophie sociale, comme se mettre à produire pour eux-mêmes. Cette démarche, si elle prend une envergure sociale importante, entraînera inévitablement des résultats durables. En revanche, au niveau local, ce sera l'échec assuré. Les mineurs clandestins ont démontré assez clairement et de manière assez impressionnante que cette absence si déplorée d'idéologie socialiste chez les travailleurs ne les empêche pas d'agir de manière tout à fait anticapitaliste lorsqu'il s'agit de subvenir à leurs besoins. En rompant ainsi avec les contraintes de la propriété privée pour satisfaire leurs besoins propres, l'action des mineurs illustre concrètement l'aspect le plus important de la conscience de classe. Les problèmes des travailleurs ne peuvent être résolus que par les travailleurs eux-mêmes. Les responsables du New Deal, Roosevelt, ses conseillers et les hommes d'affaires qui le soutenaient, avaient-ils eux aussi une conscience de classe ? Avaient-ils compris que des mesures devaient être prises d'urgence en 1933 et 1934 pour fournir du travail, de la nourriture et des secours, pour écarter l'idée selon laquelle les problèmes des travailleurs ne peuvent être résolus que par les travailleurs eux-mêmes ? Sans doute, à l'instar de la prise de conscience des ouvriers, s'agissait-il d'un ensemble de mesures ne devant rien à une stratégie préconçue, mais s'appuyant plutôt sur une instinctive nécessité pratique. Peut-être était-ce cette sorte de vague conscience de classe qui entraîna en 1934 la présentation devant le Congrès du décret Wagner-Connery, destiné à encadrer les conflits sociaux. Ce décret proposait l'élection de représentants syndicaux ainsi que la création d'un conseil spécial pour régler les problèmes et étudier les revendications. N'était-ce pas le type même de législation destinée à en finir avec l'idée que les problèmes des travailleurs ne peuvent être résolus que par des travailleurs eux-mêmes ? Le monde des affaires estima que le décret favorisait les travailleurs et s'y opposa. Quant à Roosevelt, il n'appréciait guère l'idée. Cependant, en 1934, une série de conflits sociaux imposa la nécessité d'une démarche législative en ce domaine. Cette année-là, 1,5 million de travailleurs de différents secteurs industriels se mirent en grève. Au printemps et à l'été, les dockers de la côte ouest se soulevèrent contre leurs propres syndicats et contre les affréteurs, organisèrent une convention, exigèrent l'interdiction de l'embauche, sorte de marché aux esclaves ayant lieu très tôt le matin, au cours duquel les équipes étaient constituées pour la journée, et finalement se mirent en grève. La côte pacifique fut bientôt paralysée sur environ 3000 km. D'autres professions maritimes se joignirent à la grève et les camionneurs apportèrent leur soutien en refusant de transporter leurs chargements sur les quais. Lorsque la police finit par intervenir pour ouvrir l'accès aux quais, les grévistes résistèrent en masse. 2 d'entre eux trouvèrent la mort lors des affrontements. Une procession funéraire gigantesque, en hommage aux victimes, réunit des dizaines de milliers de sympathisants. La grève générale fut ensuite décrétée à San Francisco. Elle fut suivie par 130 000 travailleurs qui paralysèrent toutes les activités de la ville. 500 policiers supplémentaires furent alors engagés et 4 500 membres de la garde nationale appelés en renfort, avec l'infanterie, l'artillerie, des mitrailleuses et des tanks. Le Times de Los Angeles commenta la situation. Ce qui se passe à San Francisco ne correspond pas exactement à ce que l'on appelle la grève générale. Ce qui se passe actuellement est une insurrection, une révolte menée et inspirée par les communistes contre l'administration gouvernementale. Il ne reste plus qu'une chose à faire, réprimer la révolte par tous les moyens possibles.
La pression devint trop forte, on envoya les troupes. La direction de l'AFL demanda la fin de la grève et les dockers acceptèrent un compromis. Mais ils avaient démontré la potentialité révolutionnaire de la grève générale. Ce même été 1934, une grève des camionneurs de Minneapolis reçut le soutien d'autres travailleurs. Bientôt, rien ne circulait plus dans la ville, excepté les livreurs de lait, de glace et de charbon qui avaient été autorisés par les grévistes. Les fermiers apportaient leurs produits sur place et les vendaient directement aux citadins. La police finit par lancer une opération qui causa 2 morts parmi les grévistes. 50 000 personnes assistèrent aux funérailles, à la suite desquelles eut lieu une impressionnante manifestation qui marcha sur l'hôtel de ville. Un mois plus tard, les employeurs cédaient aux exigences des camionneurs. La plus importante de toutes ces grèves éclata à l'automne de cette même année. Dans le sud, 325 000 ouvriers du textile se mirent en grève. Ils quittèrent les usines et organisèrent des groupes mobiles motorisés qui se rendaient sur tous les sites en grève pour y constituer des piquets, affronter les gardiens, pénétrer dans les usines et faire cesser les machines. Ici aussi, la grève venait de la base en dépit des réticences et mise au sommet par les responsables syndicaux. Le New York Times affirma: l'aspect le plus dangereux de cette situation est qu'elle échappe complètement au contrôle des leaders syndicaux. À nouveau, la machinerie de l'État se mit en marche. Des policiers et des briseurs de grève armés tirèrent sur les piquets de grève en Caroline du Sud, tuant 7 grévistes et en blessant 20 autres. La grève s'étendit néanmoins à la Nouvelle-Angleterre. À Lowell, Massachusetts, 2500 ouvriers du textile se soulevèrent. À Salesville, Rhode Island, une foule de quelques 5000 personnes affronta les mitrailleuses des forces de l'ordre et fit fermer l'usine de textile. À Woonsocket, Rhode Island, 2000 personnes, scandalisées par l'assassinat d'un homme par la garde nationale, saccagèrent la ville et firent fermer l'usine. Le 18 septembre, 421 000 ouvriers du textile s'étaient mis en grève dans tout le pays. On procéda à des arrestations massives. Les syndicalistes étaient roués de coups et il y eut 13 morts. Roosevelt s'en mêla et mit sur pied un bureau de médiation tandis que les syndicats appelaient à la fin de la grève. Le Sud rural connut aussi un fort activisme social, le plus souvent à l'initiative des communistes, mais également motivé par les difficultés des fermiers et ouvriers agricoles pauvres, noirs et blancs confondus, particulièrement touchés par la crise. Le syndicat des fermiers du Sud naquit en Arkansas, regroupant les métayers noirs et blancs et gagna rapidement d'autres régions. L'Agricultural Adjustment Act de Roosevelt ne profitait en rien aux fermiers les plus pauvres. En outre, en encourageant les agriculteurs à diminuer leur production, cette loi contraignait les petits fermiers et les métayers à abandonner leur activité. En 1935, sur les 6 800 000 fermiers américains, 2 800 000 ne possédaient pas leur terre en propre. Le revenu moyen d'un métayer était de 312 $ par an. Les ouvriers agricoles, qui ne possédaient aucune terre, passant d'une ferme à l'autre et d'une région à l'autre, ne gagnaient en moyenne que 300 $ par an. Les fermiers noirs étaient les plus défavorisés. Certains d'entre eux furent séduits par les discours de ces étrangers apparus pendant la Grande Dépression qui proposaient de les aider à s'organiser. Dans une remarquable interview accordée à Theodore Rosengarten, entre parenthèses All God's Dangers, Nat Shaw se souvient. Et pendant la période des pressions, un syndicat commençait à monter dans le coin, qui s'appelait le syndicat des fermiers. Je trouvais que c'était un beau nom, et j'ai compris que ce qui se passait était un tournant dans la vie des hommes du Sud, aussi bien pour les Blancs que pour les Noirs. C'était quelque chose de pas banal. J'ai entendu dire que c'était un mouvement en faveur de la classe des gens pauvres. C'était juste ce que je voulais connaître aussi. Je voulais en savoir assez pour pouvoir m'y mettre, moi aussi. Mac Sloan, un Blanc, m'a dit « Reste en dehors de ça, tous ces Noirs qui courent partout pour faire des réunions, c'est pas pour toi. » Moi, je me disais... Tu rêves, mon vieux, si tu penses que tu vas m'empêcher de participer à ça. J'y suis allé aussi sec et j'ai adhéré dès la réunion suivante. En fait, il avait fait exactement ce qu'il fallait pour me décider à le faire, m'interdire d'y aller. Les maîtres de cette organisation ont commencé à se balader partout dans la région. Il fallait garder un peu le secret. Il y avait ce type de couleur, j'ai oublié son nom, mais il abattait du sacré bon boulot en faisant des réunions avec nous. Ça faisait partie de son boulot. Dans les réunions qu'on faisait chez nous ou ailleurs, on devait faire attention à ce que personne d'autre ne se pointe. C'était des petites réunions, mais il y en avait parfois une douzaine de suite. Les nègres avaient la trouille. Ouais, ils avaient la trouille, c'est la pure vérité. Nat Shaw raconte ensuite ce qu'il se passa lorsqu'un fermier noir qui n'avait pas payé ses dettes fut sur le point d'être expulsé.
Le policier, il a dit: Ce matin, je vais saisir tout ce que le vieux Virgil Jones possède. Alors, je l'ai supplié de ne pas le faire. J'ai dit: Vous allez l'empêcher de nourrir toute sa famille. Nacho prévient alors le policier qu'il ne permettra pas que cela se fasse. Le policier revient avec d'autres personnes et l'un d'entre eux tire sur Shaw et le blesse. Ce dernier prend un fusil et tire en retour. Arrêté à la fin de 1932, il passera 12 ans dans une prison de l'Alabama. Son histoire n'est qu'un tout petit fragment de l'immense drame inconnu qu'ont vécu les pauvres à l'époque où le syndicat des fermiers se mettait en place. Des années après sa libération, Nacho donna son avis sur les questions de race et de classe. Oh, c'est simple comme bonjour. Le blanc pauvre et le noir pauvre sont dans le même bateau. C'est les grands pontes qui font exprès de les séparer. Le contrôle d'un homme, le pouvoir de contrôle, c'est le riche qui l'a. La classe des riches se tient les coudes et le blanc pauvre est sur l'autre liste avec les types de couleurs. Moi j'ai pigé ça. Ce qu'on fait et comment on le fait en dit 100 fois plus que tous les beaux discours. Hosea Hudson, un noir originaire de la Géorgie rurale, ouvrier agricole à 10 ans, plus tard employé dans les aciéries de Birmingham, fut scandalisé par l'affaire de Scottsboro, dans laquelle en 1931, 9 jeunes noirs avaient été accusés du viol de 2 jeunes filles blanches et condamnés sur de simples présomptions de preuves par un jury composé uniquement de blancs. Cette année-là, Hudson adhéra au Parti communiste. Au cours des années 1932 et 1933, il entreprit de fédérer les chômeurs noirs de Birmingham. Il se souvient. Au cœur de l'hiver 1933, nous, les gars du parti, on a organisé un grand rassemblement des chômeurs sur les marches de l'ancien tribunal, sur la 3e rue de North Birmingham. Il y avait 7000 personnes ou plus, noirs et blancs confondus. En 1932 et 1933, on s'est mis à monter des comités de chômeurs dans différents quartiers de Birmingham. Si quelqu'un n'avait plus de quoi manger, on n'allait pas le voir pour lui dire « Pas de chance mon gars ». C'était notre boulot d'aller le voir, et on essayait d'arranger ça. S'il le voulait, les comités de quartier se réunissaient toutes les semaines. On parlait des problèmes sociaux, de ce qui se passait. On lisait le Daily Worker ou le Southern Worker pour savoir ce qui se passait à propos de l'aide aux chômeurs, que faisaient les gars de Cleveland, où en étaient les luttes à Chicago. On discutait aussi des dernières nouvelles de l'affaire de Scottsboro. On se tenait au courant le plus possible, alors les gens voulaient toujours nous voir parce qu'on avait toujours quelque chose de différent à leur dire. En 1934 et 1935, les centaines de milliers de travailleurs tenus à l'écart des syndicats, fermés et étroitement contrôlés de la FL, commencèrent à militer dans les nouveaux secteurs industriels de production de masse, l'automobile, les caoutchoucs et l'industrie de l'emballage. La FL ne pouvait pas les ignorer. Il mit sur pied un comité du syndicalisme industriel afin d'encadrer ses ouvriers par branche industrielle et non par profession. Tous les ouvriers d'une même usine étaient membres d'un unique syndicat. Ce comité, présidé par John Lewis, fit sécession et fonda le Congress of Industrial Organization, entre parenthèses CIO. Mais ce furent les grèves et les révoltes, nées à la base, qui poussèrent les dirigeants de la FL et du CIO à passer à l'action. Jérémy Brecher raconte tout cela dans son livre Strike. Une nouvelle tactique fut inventée par les ouvriers d'Akron, Ohio, au début des années 1930. L'occupation d'usines. Les travailleurs restaient sur leur lieu de travail au lieu d'en sortir pour manifester. Cela présentait des avantages évidents. Ils empêchaient ainsi l'intrusion des briseurs de grève, ils n'étaient pas contraints de s'en remettre aux responsables syndicaux mais gardaient au contraire le contrôle de la situation. Ils n'étaient plus obligés de manifester dans le froid ou sous la pluie, ils n'étaient plus isolés comme sur leur poste de travail ou dans les piquets de grève, ils étaient des centaines sous le même toit, libres de se parler et de former une véritable communauté en lutte. Louis Adamic, un écrivain prolétarien, décrivit l'une de ses toutes premières occupations. Assis à leur poste de travail et près de leur machine ou de leur cuve, ils discutaient. Certains réalisaient alors pour la première fois combien leur rôle était essentiel dans le processus de production du caoutchouc. À eux seuls, 2 hommes avaient pratiquement arrêté ce processus. Les contremaîtres, les chefs de groupe et les patrons étaient complètement hors du coup. En moins d'1 heure, la question était réglée. C'était une victoire complète pour les ouvriers. Au début de 1936, à l'usine de caoutchouc Firestone d'Akron, les hommes qui travaillaient à la fabrication des pneus de camions durent subir une baisse de leur salaire, déjà trop bas pour subvenir aux frais de nourriture et de logement. Lorsque plusieurs syndicalistes furent licenciés, les autres cessèrent le travail en restant à leur poste. En une journée, l'usine numéro 1 était complètement paralysée. L'usine numéro 2 le fut le lendemain. La direction céda.
10 jours plus tard, l'usine Goodyear était également occupée. Un tribunal condamna cette forme d'occupation. Mais la décision n'eut aucun effet et 150 policiers furent envoyés sur les lieux. Ils durent faire face à 10 000 ouvriers venus de toute la ville. Un mois plus tard, les grévistes l'emportaient. Cette tactique gagna le reste du pays. En décembre, la plus longue grève de ce type commença à l'usine numéro 1 de Fisher Body à Flint, Michigan. Elle débuta après que 2 frères eurent été licenciés et se poursuivit jusqu'en février 1937. Pendant 40 jours, les 2000 grévistes formèrent une véritable communauté. C'était comme à la guerre, les gars autour de moi sont devenus de vrais amis. Sidney Fine raconte cet événement dans Sit Down. Les comités de grève organisèrent des spectacles, des séances d'information, des cours, un service du courrier et des structures sanitaires. Des tribunaux furent également mis en place pour traiter le cas de ceux qui ne participaient pas à la vie commune, jetaient leurs ordures n'importe où, fumaient dans les lieux interdits, etc. La peine consistait à effectuer des tâches supplémentaires, la punition suprême étant l'expulsion de l'usine. Le propriétaire du restaurant, qui se trouvait de l'autre côté de la rue, préparait 3 repas par jour pour 2000 grévistes. On organisa des sortes de formations sur les procédures parlementaires, sur la prise de parole publique et sur l'histoire du mouvement ouvrier. Des étudiants de la Michigan University se déplacèrent pour donner des cours de journalisme et d'écriture. Il y eut d'autres condamnations de justice, mais 5000 ouvriers en armes protégèrent l'usine et personne ne tenta de faire appliquer ces décisions. La police donna l'assaut avec des gaz lacrymogènes. Les travailleurs répliquèrent avec des lances à incendie. Il y eut 13 blessés parmi les grévistes, mais la police fut repoussée. Le gouverneur eut alors recours à la garde nationale. La grève s'était cependant déjà étendue à d'autres usines de la General Motors. On parvint finalement à un compromis pour 6 mois qui laissait, certes, de nombreux problèmes en suspens, mais qui reconnaissait que l'entreprise ne devait plus traiter avec les individus isolément, mais avec les organisations syndicales. En 1936, il y eut 48 grèves par occupation. En 1937, leur nombre passa à 447. Les électriciens de Saint-Louis, les fabricants de chemises de Pulaski, Tennessee, les éboueurs de Bridgeport, Connecticut, les fossoyeurs du New Jersey, 17 ouvriers aveugles de la New York Guild for the Jewish Blind, les détenus d'une prison de l'Illinois et même 30 membres du bataillon de la garde nationale qui avaient servi lors de l'occupation de l'usine de Fisher Body et qui pratiquèrent à leur tour la tactique de l'occupation pour obtenir leur salaire. Les occupations d'usines représentaient un grave danger pour le système parce qu'elles n'étaient pas contrôlées par les directions syndicales. Un responsable syndical de l'AFL des métiers de l'hôtellerie déclara: « Vous pouviez être à votre bureau un jour quelconque du mois de mars 1937 et être appelé au téléphone. À l'autre bout du fil, une voix vous annonçait: « Mon nom est Mary Jones. Je travaille chez Liggett. On a viré le directeur et on a les clés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Après, vous accouriez sur les lieux pour négocier, le patron vous disait: « Il est totalement irresponsable de lancer une grève avant même d'avoir revendiqué quelque chose. » Et tout ce qu'on pouvait répondre, c'est: « Vous avez bien raison. » La loi Wagner, qui instituait un National Labor Relations Board, entre parenthèses NLRB, avait été votée en 1935 pour stabiliser le système face aux troubles sociaux. Les vagues de grève des années 1936-1938 instaurèrent une atmosphère d'urgence. En 1937, lors d'une grève dans les usines de la Republic Steel de Chicago, la police tira sur les piquets de grève et fit 10 morts. L'autopsie révéla que la police avait tiré sur les grévistes alors qu'ils s'enfuyaient. Cet événement est plus connu aujourd'hui sous le nom de massacre du Memorial Day. Mais les ouvriers de la Republic Steel étaient désormais organisés, comme l'étaient également ceux de la Ford Motor Company et des autres grandes usines des industries sidérurgiques, automobiles, de pneumatiques, de conserverie et d'électricité. Lorsque la loi Wagner fut mise en cause devant la justice par un conglomérat sidérurgique, la Cour suprême confirma son caractère constitutionnel. La Cour confirmait que le gouvernement était en droit de réguler les échanges commerciaux entre États et que les grèves empêchaient le bon déroulement de ces échanges. Du point de vue des syndicats, la nouvelle loi favorisait la syndicalisation des travailleurs. Du point de vue du gouvernement, elle permettait de stabiliser les échanges. Les employeurs n'avaient pas voulu des syndicats, pourtant plus contrôlables et plus sécurisants pour le système que les grèves sauvages et les occupations d'usines par la base ouvrière. Au printemps 1937, un article du New York Times annonçait que
les occupations non autorisées étaient la cible des syndicats du CIO. Le journaliste ajoutait que des consignes strictes avaient été données aux responsables syndicaux qui seraient désormais démis de leurs fonctions s'ils autorisaient des cessations d'activité sans y avoir été autorisés par les responsables nationaux. Le Times citait les propos de John L. Lewis, dynamique dirigeant du CIO. Une convention signée avec le CIO est une assurance efficace contre les occupations ou toute autre forme de grève. Le Parti communiste, dont certains membres jouent un rôle important dans les syndicats du CIO, semble suivre cette voie. Un responsable communiste de la ville d'Akron aurait déclaré, lors d'une réunion de préparation stratégique du parti après les occupations. Désormais, nous devons travailler à forger des relations stables entre syndicats et employeurs, ainsi qu'à garantir la stricte observance des procédures de la part des travailleurs. Ainsi, deux stratégies sophistiquées destinées à contrôler les actions ouvrières spontanées se développèrent au milieu des années CIO. D'abord, le National Labor Relations Board accorderait aux syndicats un statut légal, la possibilité d'être entendus et d'accéder à certaines de leurs revendications. On pouvait ainsi modérer l'esprit de révolte des travailleurs en le canalisant à travers l'élection syndicale, exactement comme le système constitutionnel canalisait les éventuelles révoltes populaires au moyen des élections. Le NLRB devait circonscrire les conflits économiques comme les élections neutralisaient les conflits politiques. Ensuite, les syndicats, y compris un syndicat actif et militant comme le CIO, canaliseraient les pulsions insurrectionnelles des ouvriers par le biais des conventions collectives, des négociations, des réunions syndicales, puis tenteraient de réduire le nombre des grèves avec pour objectif de construire de grands syndicats influents et parfois même respectables. Les événements de cette période semblent confirmer, comme l'avancent Richard Cloward et Franz Piven dans leur livre Poor People's Movement, que le mouvement ouvrier a remporté plus de victoires par ses soulèvements spontanés qu'à l'initiative des syndicats bien organisés et officiellement reconnus. Les ouvriers ont pu s'imposer et ont obtenu de plus grandes concessions de la part du gouvernement pendant la Grande Dépression, au cours de ces années où ils n'étaient pas encore encadrés par des syndicats. Leur force ne résidait alors pas dans leur organisation, mais dans leur capacité de désorganisation. Piven et Cloward notent que l'importance numérique des syndicats avait très considérablement augmenté pendant les années 1940, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre parenthèses, la FL et le CIO comptaient chacun 6 millions de membres en 1945, mais que leur influence s'était affaiblie. Les responsables syndicaux siégeant au NLRB étaient moins à l'écoute de leur base. La Cour suprême déclarait l'illégalité des occupations et les parlements des États votaient des lois qui empêchaient les grèves, les piquets, les boycotts. La Seconde Guerre mondiale porta un coup à l'activisme des mouvements ouvriers tels qu'ils avaient cours dans les années 1930 parce que l'économie de guerre créa des millions de nouveaux emplois mieux rémunérés. Si pendant le New Deal, le nombre des chômeurs était passé de 13 à 9 millions, la guerre mit presque tout le monde au travail. Elle eut également d'autres conséquences. Le patriotisme et une dynamique d'alliance de classe contre l'ennemi étranger rendirent plus difficile toute mobilisation contre les grandes entreprises américaines. Pendant la guerre, la FL et le CIO s'engagèrent à ne pas appeler à la grève. Pourtant, les difficultés des travailleurs étaient telles, la politique de contrôle de l'économie pendant la guerre signifiait que les salaires étaient plus maîtrisés que les prix, qu'il leur fallut parfois se lancer dans des grèves sauvages. Selon Jérémy Brecher, l'année 1944 connut plus de grèves que jamais dans toute l'histoire des États-Unis. Les années 1930 et 1940 illustrent mieux que toute autre période le dilemme des travailleurs américains. Le système réagit aux révoltes de travailleurs par de nouvelles mesures de contrôle. Contrôle interne par le biais de leurs propres syndicats et contrôle externe par celui de la loi et des forces de l'ordre. En même temps, survinrent les premières concessions. Elles ne résolvaient certes pas les problèmes de fond, elles ne résolvaient même rien du tout pour bien des gens, mais elles permirent à suffisamment de personnes de baigner dans une atmosphère de progrès et de mieux-être pour restaurer une certaine confiance dans le système. L'établissement d'un salaire horaire minimum en 1938, année de la semaine de 40 heures maximum et de l'abolition du travail des enfants, ne s'appliquait pourtant pas à de très nombreux travailleurs. Ce salaire minimum était en outre incroyablement bas, 25 cents de l'heure la première année. Cela suffit néanmoins à calmer le ressentiment populaire. On construisait de nouveaux logements qui étaient loin de satisfaire les véritables besoins en ce domaine. Un début modeste, voire parcimonieux,
selon Paul Conquin, entre parenthèses FDR and the Origins of the Welfare State, mais l'idée de budgets fédéraux destinés à des projets d'habitation, avec aires de jeu et appartements propres, et au remplacement des logements insalubres, plaisait à la population. La Tennessee Valley Authority laissait envisager la possibilité réjouissante d'un plan régional de création d'emplois, d'aménagement de certaines zones et de distribution d'électricité à bas prix. Le tout administré au niveau local et non plus national. La loi de sécurité sociale, 1935, instituait l'assurance vieillesse et chômage et laissait aux États le soin de venir en aide aux enfants à charge et aux mères célibataires, mais pas aux travailleurs agricoles, aux domestiques ni aux personnes âgées. En outre, il n'était pas question d'assurance maladie. Toujours selon Conquin, les maigres avancées dues à la sécurité sociale étaient insignifiantes en comparaison de la sécurité qu'elles apportaient aux grandes entreprises les plus en vue. Le New Deal dégagea également des budgets pour donner du travail à des milliers d'écrivains, d'acteurs et de musiciens au travers des Federal Theatre Project, Federal Writers Project et Federal Arts Project. Les bâtiments publics se couvrirent de peintures murales, des pièces furent jouées devant des publics ouvriers qui n'étaient jamais allés au théâtre, et des centaines de livres de brochures furent rédigés et publiés. Des gens assistèrent à des concerts pour la première fois de leur vie. Cette période fut marquée par une explosion formidable des arts populaires tels que les États-Unis n'en avaient jamais connus et n'en connaîtraient plus jamais. Ces programmes d'aide à la création artistique furent supprimés en 1939, une fois le pays stabilisé, le dynamisme du New Deal essoufflé. Le capitalisme restait intact. Les riches continuaient de contrôler les ressources de la nation, ses lois, ses tribunaux, sa police, ses journaux, ses églises et ses collèges. On avait apporté juste ce qu'il fallait d'aide à suffisamment de personnes pour que Roosevelt passe pour un héros aux yeux de millions d'Américains. Mais le système même qui avait entraîné la crise et la dépression était toujours debout. Un système de gâchis, d'inégalité et de profit qui prenait le pas sur les besoins humains. Pour les Noirs, le New Deal fut psychologiquement une bonne chose. Madame Roosevelt était bien disposée à leur égard et quelques Noirs occupèrent des fonctions au gouvernement, mais la grande majorité d'entre eux n'eut aucune place dans ses programmes. Au même titre que fermiers, ouvriers agricoles, domestiques et immigrés, ils étaient exclus de l'assurance chômage, du salaire minimum, de la sécurité sociale ou des subventions agricoles. Roosevelt, soucieux de ne pas s'aliéner les politiciens blancs du Sud dont il avait politiquement besoin, ne soutint pas un décret contre le lynchage. Noirs et blancs restaient séparés dans l'armée. Les travailleurs noirs subissaient une discrimination à l'emploi. Ils étaient les derniers engagés, les premiers à être licenciés. Ce n'est qu'en 1941, lorsque A. Philip Randolph, président du syndicat des wagons-lits, menaça d'organiser une gigantesque marche sur Washington, que Roosevelt accepta de signer un décret instaurant un comité sur le juste accès à l'emploi. Mais, cet organisme n'ayant aucun pouvoir exécutif, la situation n'évolua guère. Le quartier noir de Harlem, en dépit de toutes les réformes du New Deal, ne bougea pas d'un iota. 350 000 personnes y vivaient, soit 233 habitants par demi-hectare. La moyenne était de 133 dans le reste de Manhattan. En 25 ans, la population de Harlem avait été multipliée par 6. 10 000 familles habitaient dans des caves ou des sous-sols infestés de rats. La tuberculose y était monnaie courante. La moitié des femmes mariées étaient domestiques. Elles se rendaient dans le Bronx où elles se rassemblaient à certains carrefours, les marchés aux esclaves, comme on les appelait, pour se louer. La prostitution augmenta. En 1935, deux jeunes femmes noires, Ella Barker et Marvel Cook, écrivirent un article à ce sujet dans The Crisis. Il n'y a pas que la force de travail qui s'échange et se vende pour des salaires d'esclaves. L'amour humain est également un bien disponible sur le marché. Que ce soit pour le travail ou pour l'amour, les femmes arrivent dès 8 heures du matin et attendent parfois jusqu'à 1 heure de l'après-midi ou jusqu'à ce qu'elles trouvent à se louer. Sous la pluie ou sous le soleil, dans la chaleur et dans le froid, elles attendent d'être engagées pour 10, 15 ou 20 cents de l'heure. À l'hôpital de Harlem, en 1932, le taux de mortalité était environ 2 fois plus élevé qu'à l'hôpital Bellevue, situé dans les quartiers blancs du sud de Manhattan. Harlem était un véritable havre pour le crime, ce terreau amer de la pauvreté que décrivent Roy Otley et William Witherby dans leur essai « The Negro in New York ». Le 19 mars 1935, à l'époque même où l'on votait les réformes du New Deal, une explosion de violence parcourut Harlem. 10 000 Noirs déboulèrent dans les rues, détruisant les biens des commerçants blancs.
700 policiers pénétrèrent dans le quartier pour y ramener l'ordre, faisant 2 morts parmi les émeutiers. Au milieu des années 1930, Langston Hughes, un jeune poète noir, écrivit un poème au titre évocateur « Que l'Amérique redevienne l'Amérique ». Je suis le blanc pauvre, trompé, exclu. Je suis le nègre portant les cicatrices de l'esclavage. Je suis le peau rouge expulsé de sa terre. Je suis l'immigré se cramponnant à l'espoir et ne découvrant toujours que le même système imbécile du chien dévorant le chien et du puissant écrasant le faible. Oh, que l'Amérique redevienne l'Amérique, ce pays qu'elle n'a jamais encore été, mais qu'elle doit pourtant devenir. La terre de l'homme libre, ce pays qui est à moi, le pauvre, l'Indien, le noir, moi. Moi qui ai fait l'Amérique, et dont la sueur et le sang, la foi et les souffrances, les bras, la fonderie, le labour sous la pluie, doivent faire renaître notre rêve sacré. Vous pouvez m'appeler de tous les noms que vous voudrez, l'acier de la liberté ne rouille pas. Aux sangsues qui vivent sur la vie des autres, nous devons reprendre à nouveau notre terre, l'Amérique. Pourtant, pour les Américains blancs des années 1930, du nord comme du sud, les Noirs restaient invisibles. Seuls les radicaux tentèrent de renverser les barrières de race. Les socialistes, les trotskistes et les communistes surtout. Le CIO, sous l'influence des communistes, mobilisait les Noirs dans les industries de production de masse. Les Noirs continuaient certes de servir de briseurs de grève, mais il existait également désormais des tentatives d'unir les travailleurs blancs et noirs dans la lutte contre leur ennemi commun. En 1938, Molly Lewis publia dans The Crisis le récit de l'expérience qu'elle vécut lors d'une grève dans les aciéries de Gary, Indiana. Alors que les autorités de Gary s'obstinent à maintenir un système d'écoles séparées, les parents se retrouvent dans les syndicats et les services d'entraide. Le seul lieu public de Gary dans lequel les deux races peuvent manger ensemble librement est un restaurant coopératif organisé en grande partie par des membres du syndicat et du service d'entraide. Si les travailleurs noirs et blancs, ainsi que les membres de leur famille comprennent que leurs intérêts fondamentaux sont identiques, on peut espérer qu'ils feront cause commune pour faire progresser ces intérêts. Le mouvement féministe n'était pas très virulent dans les années 1930, mais de nombreuses femmes militèrent alors activement sur les lieux de travail. Une poétesse du Minnesota, Meridel LeSueur, avait 34 ans lors de la grande grève des camionneurs de Minneapolis en 1934. Elle y fut très active et fit plus tard le récit de son expérience. Je n'avais jamais participé à une grève auparavant. En fait, j'avais peur. Je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. On servait des milliers de tasses de café et des repas aux hommes. Quand les autos revinrent des piquets de grève, on l'entendit crier « C'est un meurtre !» Je les ai vus sortir des hommes des voitures et les mettre sur des lits de camp ou à même le sol. Les autos continuaient d'arriver. Des types couverts de sang étaient revenus à pied du marché. Les hommes, les femmes et les enfants se tenaient à l'extérieur en une sorte de bouclier de protection vivant. Nos habits étaient couverts de sang. Le mardi, le jour des funérailles, 1000 policiers supplémentaires occupaient le bas de la ville. Il faisait plus de 35 degrés à l'ombre. Je suis allé au funérarium où des milliers d'hommes et de femmes s'étaient rassemblés sous un soleil de plomb. Un groupe de femmes et d'enfants attendait depuis 2 heures. Je me suis mise à côté d'eux. Je ne savais pas si j'allais défiler. Je n'aimais pas participer aux manifestations. 3 femmes m'ont entraîné avec elles. Elles me disaient doucement « Il faut qu'on défile toutes. Viens avec nous. » Sylvia Woods, ancienne blanchisseuse, racontait des années plus tard à Alice et Stockton Lind ce qu'elle avait vécu en tant que responsable syndicale. Il fallait dire aux gens des choses qu'ils pouvaient constater par eux-mêmes. Alors ils disaient « Oh, je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est comme Tennessee, un type qui détestait les noirs, un pauvre métayer. Après, il dansait avec une noire. Oui, j'ai vu des gens changer, il faut croire aux gens. » De nombreux Américains commencèrent à modifier leur manière de penser durant ces années de crise et de révolte. En Europe, Hitler débutait sa sinistre carrière. De l'autre côté du Pacifique, le Japon envahissait la Chine. Les empires occidentaux se voyaient menacés par de nouveaux empires. La guerre planait sur les États-Unis.